Parfait. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition du série Entrepreneurship Expo. Asma, bonjour. Bonjour, Rebonjour. Hannah, ça va? Rebonjour. Alhamdulillah, très très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci infiniment d'accepter de donner cette précieuse formation à nos entrepreneurs, réellement. Donc, les gens qui sont aujourd'hui en ligne et qui, on va dire, font un peu le tour du salon pourront suivre avec nous live ta formation. Sinon, comme je disais, je le rappelle un peu à tout le monde, ta formation reste disponible sur la plateforme et sera aussi diffusée sur YouTube entièrement, donc vers la fin de la journée, une fois que c'est fait. Donc, j'invite tout le monde à la re-regarder et je les invite aussi à nous écrire leurs questions à travers le live. Donc, je te laisserai faire la formation. Ensuite, je prendrai les questions des gens qui sont avec nous en ligne et je te les poserai soit à la fin, soit en plein milieu de la formation si ça ne te dérange pas. Pas de souci, c'est quand ils veulent, il n'y a aucun problème. Plus c'est interactif, mieux c'est. Excellent, excellent. Donc, Asma, je rappelle que tu es consultante en ressources humaines, en gestion des ressources humaines et experte en tout ce qui est employabilité et soft skills, raison pour laquelle on a l'honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui parce que l'atelier justement porte sur les soft skills qu'il faut avoir pour réussir à être un bon entrepreneur et pouvoir faire face à cette expérience qui est loin d'être facile en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, je ne fais pas attendre les gens avec nous. Je te laisse faire la formation. Encore une fois, mille merci et à tout de suite. Merci, merci à vous, Hannah, et à toute l'équipe du série de Marrakech pour cette très belle initiative. Bienvenue à tous les participants et participantes à ce webinaire. Donc, comme l'a dit Hannah, je le rappelle peut-être, donc vous avez la possibilité tout au long de la formation de poser vos questions et par la suite, bien sûr, d'autres personnes qui la verront sur la chaîne YouTube pourront toujours poser leurs questions. On reviendra avec grand plaisir vers eux. Donc, moi, je partagerai avec vous, on va dire, des réflexions sur la question des soft skills sur laquelle je travaille depuis des années déjà. Et donc, j'ai nommé cette formation Développer ses soft skills pour réussir. Donc, du fait que les soft skills sont à la fois importantes pour la réussite professionnelle, mais aussi pour la réussite dans la vie personnelle. Alors, pour un peu démarrer la question de qu'est-ce que les soft skills, j'ai envie, avant de faire cela, de vous raconter une petite histoire. Alors, c'est une petite histoire qui a fait un grand exploit. C'est l'histoire d'un groupe diversifié qui vient de différents pays, mais qui est originaire d'une même nation. Un groupe qui est devenu une équipe soudée, solidaire, et qui a permis pendant la Coupe du Monde de 2022 de hausser le drapeau marocain dans la demi-finale de la Coupe du Monde. Je parle bien évidemment de l'équipe nationale du Maroc envers laquelle j'ai énormément d'estime et qui nous a rendus énormément fiers. Alors, quel lien entre l'équipe nationale marocaine et les soft skills? C'est ce qu'on va un peu voir tout au long de cette formation que j'ai modifiée par l'inspiration que cette équipe nous a fait et nous a permis d'avoir tout au long de ces dernières semaines. Alors, quand on parle justement des soft skills, c'est un mot qui est devenu quand même très commun dans le contexte marocain, qui était encore ignoré jusqu'en 2015. On l'entendait principalement dans le milieu de l'entreprise, mais peut-être pas autant dans le milieu universitaire et encore plus de manière générale dans notre société. Mais aujourd'hui, on en parle et on en parle avec beaucoup de ferveur et de présence. Pourquoi? Parce que les soft skills, c'est ce qui permet un peu de réaliser des choses qui sont exceptionnelles. Et j'ai envie de vous dire que ce qu'a fait l'équipe nationale, marocaine encore une fois, nous a permis aujourd'hui de toucher un énorme public partout au monde. Et je partage ici des statistiques ou deux images qui ont été publiées récemment par notre ministère du Tourisme
et de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, parce qu'entre vous, il y a bien évidemment des entrepreneurs sur la ville de Marrakech et peut-être un peu partout au Maroc, voire au monde, et qui sont probablement dans ces secteurs-là. Donc, ces statistiques sont bien évidemment des choses qui sont importantes. Ce sont des indicateurs qui nous montrent jusqu'à quel point ce qu'a fait l'équipe nationale a donné de l'impact pas uniquement dans le monde du football, parce que ces statistiques nous montrent le nombre, on va dire, de personnes qui ont cherché qu'est-ce que le Maroc, qui ont essayé ou qui ont démontré leur envie de visiter le Maroc. Et quand on parle d'une envie de visiter le Maroc, ça veut dire de drainer davantage de touristes, davantage de clients potentiels pour vos business, mais aussi davantage d'investisseurs qui ne connaissaient peut-être pas le Maroc avant et qui l'ont découvert grâce à cette Coupe du Monde et grâce à ce qu'a fait l'équipe nationale. Donc, le fait d'avoir une bonne équipe comme celle-ci, le fait de mobiliser justement des soft skills dont on va parler, pourra avoir énormément d'impact, non seulement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de votre entreprise et voire même à l'échelle de tout le système dans lequel vous êtes en train d'opérer. Alors, quand on se pose la question de qu'est-ce que les soft skills, bon, le mot, quand on va vouloir le traduire, c'est un mot quand même qui est facilement, voilà, qu'on pourrait traduire de manière facile en disant ce sont des compétences, skills, douces, soft. Alors, ce qui est communément admis dans la communauté, c'est que les soft skills sont ce qu'on appelle des compétences comportementales et des compétences transversales. Alors, pourquoi on parle de compétences? Pour la simple raison que quand on parle de ce mot compétence, il y a certains ingrédients que la compétence en fait requiert. Donc, une compétence, c'est un savoir qui est opérationnalisable. Alors, si certains d'entre vous connaissent un peu le monde de la comptabilité, et en tout cas, si vous êtes des entrepreneurs ou des porteurs de projets, vous devez faire affaire avec le monde de la comptabilité. Quand je vais vous dire que je sais, que j'ai étudié comment je peux rédiger un bilan comptable, je l'ai étudié, j'ai un savoir. Je sais qu'est-ce que c'est qu'un plan comptable et je sais qu'est-ce que c'est qu'un bilan, qu'est-ce que c'est qu'un CPC et qu'est-ce que c'est qu'un journal. Mais tant que je n'ai jamais réellement fait et rédigé un bilan, je ne peux pas dire que j'ai une compétence. Donc, j'ai uniquement un savoir. Donc, quand ce savoir-là, je vais l'opérationnaliser, alors dans ce cas, on pourrait dire que j'ai la compétence. Donc, il y a un savoir et l'expérience qui va avec et l'opérationnalisation de ce savoir pour dire que j'ai une compétence. Et c'est le même cas quand il s'agit des compétences comportementales. Donc, ce sont des compétences, donc des choses qu'on arrive à faire, qu'on arrive à réaliser grâce éventuellement à un apprentissage, mais aussi à une mise en pratique et qui concernent principalement nos comportements. Alors, les comportements sont ce qu'on appelle dans l'iceberg de la personnalité la partie visible, ce qui est observable dans ce que fait un individu et dans la manière avec laquelle il va interagir avec l'ensemble de son environnement, qui est pour vous éventuellement vos collaborateurs, vos cofondateurs, si vous êtes plusieurs à créer une entreprise. L'environnement, c'est aussi vos clients, ce sont vos fournisseurs, les gens avec lesquels vous négociez. Si vous êtes encore porteur de projet, l'un des premiers, des principaux, on va dire, partie prenante avec laquelle vous allez interagir, ça va être bien évidemment le secteur financier, notamment les banques, les business angels. Donc, toutes ces parties prenantes, on mobilise nos soft skills dans nos interactions, dans les interactions que nous avons avec eux. Et avant même... Alors, Esma, je t'interromps, je suis désolée, je vais t'interrompre. Alors bon, décidément, on adore le rapprochement que tu as fait entre le football et l'entrepreneuriat. Écoute, bravo, franchement, et ça a intéressé, justement, ça a intéressé les gens qui nous suivent. Donc, j'ai une petite première question, peut-être un peu avant l'heure, mais je te la pose quand même. D'accord. Donc, on a quelqu'un qui demande, du coup, selon toi, quels seraient les points communs entre un footballeur, justement, et les qualités d'un footballeur et celles
d'un entrepreneur. Entrepreneur, on va y arriver, on va y arriver. Parfait. On va y Bon, arriver. je te laisse la noter alors. Ok, on y arrive, on y arrive. Voilà, donc je parlais de cette notion-là comportementale dans la manière avec laquelle nous agissons, qui est bien évidemment dans l'iceberg de la personnalité. On a le comportement qui est visible, mais qui se base sur nos attitudes et sur nos valeurs. Et on reviendra justement pour parler de ces notions-là de valeurs mobilisées par notre équipe nationale et quels soft skills ça a donné et comment ça a permis de réaliser tout ce qu'ils ont réalisé. Donc, justement, la question qui se pose maintenant qu'on comprend un peu qu'est-ce que c'est que les soft skills, c'est pourquoi ces soft skills ont cette importance. Et donc là, on vient, on va dire, à la réalité de l'entreprise parce que éventuellement, c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, il y a une quote, c'est-à-dire une citation qui dit Business don't create value, people do. C'est une citation de la Harvard Business Review et dans la traduction, c'est les entreprises ne créent pas de valeur, c'est les gens qui le font. Pourquoi on dit c'est les gens qui le font? Parce que n'importe quelle organisation, et quand je parle d'organisation, donc que ce soit une entreprise, s'il y a parmi vous des gens qui ont des coopératives, des associations et une équipe, c'est aussi une organisation, c'est un système. Et quand on parle de système, il y a la notion d'interaction, donc une interaction entre plusieurs éléments. Et ce système-là, il est avant tout un système social qui est fait d'individus. Et donc, l'interaction qui va se faire entre l'ensemble de ces individus va pouvoir soit ramener ce système qui peut être une start-up vers une grande multinationale, soit à l'inverse, ne pas permettre cette évolution. Donc, ce qui va nous permettre de faire évoluer tout ou n'importe quel type d'organisation, c'est cette interaction-là qui devrait être en premier une interaction qui existe, parce que des fois, elle peut ne pas exister. Deuxièmement, une interaction qui est fluide. Et un troisième élément, c'est une interaction qui est constructive. Ça veut dire qu'on se base sur l'existant pour construire sur la base de l'existant des choses, bien évidemment, qui vont aller ou permettre à l'organisation d'aller en avance. Les soft skills font aussi la différence quand s'il y a d'entre vous des personnes qui sont des étudiants, qui sont plus en mode de recherche, on va dire, d'emploi, parce qu'ils font énormément la différence entre les recruteurs, parce qu'un recruteur va chercher 3 éléments, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, mais aussi, et là, pour les personnes qui sont en mode emploi, à ces 3 ingrédients ou à ces 3 S, il y a un 4e S qu'il faut ajouter. Et ça, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié. C'est le fait de faire savoir ce que vous avez comme 3 S. Le faire savoir. On est dans un monde où la visibilité est aussi importante et où le fait d'avoir le bon produit à lui seul n'est pas suffisant. Il faut faire savoir les qualités de son produit ou de son service et qu'est-ce qui le distingue de ce qui existe déjà sur le marché. Donc, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit en mode de recherche d'emploi, ces 4 S sont d'une importance primordiale parce que c'est l'interaction déjà entre ces 3-là qui va faire que nous allons pouvoir réussir quel que soit le domaine de vie dans lequel on est en train d'opérer. Alors, quand on va aller focuser sur l'entreprise aujourd'hui, une entreprise va avoir énormément de défis aujourd'hui et demain. Premier défi, c'est un challenge de compétitivité. Une entreprise qui va opérer sur un marché, c'est une entreprise qui probablement sera la première, et même si elle est la première, peut-être qu'il va y avoir par la suite de concurrents. Il y a un coût aussi en termes de recrutement qui est important à prendre en considération, surtout quand on est un nouveau porteur de projet, parce que les ressources humaines, c'est aussi un investissement auquel il faut penser. Un deuxième défi, c'est le changement des attentes des consommateurs et des salariés, un changement permanent en termes d'habitude de consommation, mais aussi en termes d'attente. Ça veut dire la qualité qu'on va exiger en termes de produits, elle va être différente de ce qui était avant. Un 4e défi, c'est la multiculturalité. Aujourd'hui, quand je suis un jeune entrepreneur à Marrakech ou à Safi et que je prépare un produit pour le vendre sur le marché, mon client
pourra être les gens de Safi dans un premier temps, mais je pourrais peut-être par la suite vendre ce produit, pas uniquement à quelqu'un de Safi ou de Marrakech, mais à un niveau international. Et quand je vais aller vers l'international, il faut prendre en considération cette diversité, cette multiculturalité des attentes et cette multiculturalité des firmes. En plus d'une autre variable pour des entrepreneurs un peu plus avancés dans le cycle de vie de leur entreprise, c'est que quand nous allons avoir une entreprise, quand nous allons avoir un projet, même les salariés que nous pouvons recruter aujourd'hui grâce à la digitalisation des entreprises ne sont pas uniquement des salariés qui sont des salariés nationaux. On a la capacité et la possibilité d'avoir des salariés un peu partout au monde. Donc, cette notion-là de multiculturalisme ou d'interculturalité prend de plus en plus de place dans justement les organisations, quelles que soient ces organisations. Et je pense encore une fois, pour faire un clin d'œil à notre équipe nationale, ce sont tous des Marocains, mais qui ont grandi dans des pays différents, qui ont vécu des expériences différentes, qui se sont imprégnés non seulement de la culture marocaine, mais aussi de d'autres cultures. Et le fait de les ramener tous ensemble et d'en faire une équipe et de gérer cette diversité culturelle qu'il y a entre eux, en soi, c'est une compétence comportementale que le coach national a démontré. Et quatrième défi des entreprises, c'est tout ce qui est automatisation et intelligence artificielle qui va changer quelque part le rapport que nous allons avoir, que ce soit avec nos clients ou que ce soit avec nos salariés ou les différentes parties prenantes avec lesquelles on agit. Et cette notion-là de digitalisation, même avant de parler de l'intelligence artificielle, même dans le cadre du workshop que nous sommes en train de faire aujourd'hui, vous voyez que c'est grâce à ces outils digitaux que nous avons la possibilité d'avoir des gens un peu partout, de faciliter, de rapprocher l'information et aussi de créer un lien, même s'il est virtuel, mais la possibilité de le créer, elle est là, elle est existante. Donc, face à l'ensemble de ces défis, éventuellement, l'humain prend une place, elle a toujours été importante, de plus en plus importante, parce que qu'est-ce qui nous permettra de s'adapter au changement? Qu'est-ce qui nous permettra d'innover? Qu'est-ce qui nous permettra de gérer cette multiculturalité? C'est l'humain qui travaille ou qui opère au sein de nos entreprises, et c'est bien évidemment en premier le porteur de projet et l'entrepreneur. Donc, l'ensemble des compétences, les compétences humaines vont ainsi représenter quelque part l'avenir du travail et quelque chose qui va être assez important pour la réussite, bien évidemment, d'une entreprise. Et donc, la question qu'on va se poser, OK, les compétences comportementales, ou les soft skills, on a compris, ce sont des compétences comportementales dont l'objectif est de pouvoir s'adapter à l'ensemble des interactions que nous pouvons avoir avec notre environnement et d'être, donc c'est le savoir-être, et être en harmonie avec l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on opère. Elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise évolue avec une vitesse très importante, fait face à un ensemble de changements. Et ces changements-là, pour pouvoir les mener, les conduire, innover, il faut bien évidemment avoir ces compétences qui vont permettre de faire tout ça. Et donc, quelles soft skills sont importantes, on va dire, pour demain, pour aujourd'hui et pour demain? De manière annuelle et de manière régulière, plusieurs organismes autour du monde essaient de répondre à cette question parce que les entreprises aujourd'hui ont besoin non seulement de capital humain qui a de l'intelligence rationnelle, mais aussi un capital humain qui a ses soft skills. Et pour qu'on puisse, on va dire, aider les entrepreneurs, mais aussi aider les entrepreneurs, mais aussi aider toute organisation à se développer, c'est important de dire de quoi on a besoin, quel est le profil on va dire, d'une personne qui a de bonnes soft skills. Alors, comme je disais, le World Economic Forum, de manière régulière, fait sortir chaque année les top skills
on va dire, des soft skills qu'il faudrait avoir pour l'avenir. Et donc, on va un peu les lister et je pense que dès qu'on va les lister, vous allez commencer un peu à comprendre le lien avec l'équipe nationale. Alors, dans ces skills-là, alors il y a plusieurs types. Ils sont 4, donc problem solving, donc la résolution de problèmes, le self-management, le travail avec l'équipe et l'utilisation de la technologie qui n'était pas jusqu'à quelques années une soft skills qui est importante, mais qui est devenue quand même hyper importante pendant les dernières années. Donc la première des choses, encore une fois au regard de, on va dire, le changement que nous sommes tous en train de vivre, c'est la notion de la pensée critique ou la pensée analytique et l'innovation. Deuxième skill, active learning and learning strategies. C'est la capacité d'apprendre. Et ça, dans toutes les, on va dire, toutes les listes du World Economic Forum pendant les dernières années, la capacité d'apprendre est une compétence hyper importante. Donc, c'est le fait d'apprendre à apprendre. C'est quoi apprendre à apprendre؟ هي نتعلم كيفاش نتعلم، يعني تكون عندي القابلية أنه نتعلم أشياء اللي هي جديدة. Complex problem solving, يعني c'est la résolution de problèmes complexes. Ça veut dire quand je suis dans une situation délicate, il faut que je développe chez moi la capacité d'observer la situation, de prendre les éléments contextuels relatifs à la situation pour pouvoir sortir avec des résultats et sortir avec des solutions. Donc la pensée critique et l'analyse critique, et là, bien évidemment, ça nécessite qu'on puisse s'inscrire dans une logique d'auto-évaluation. Et une auto-évaluation qui va être permanente et une auto-évaluation qui s'inscrit dans une logique d'amélioration et de construction. Ça veut dire, c'est pas je critique juste pour critiquer ou là je me fais de l'autocritique pour me saboter. C'est pas ça. C'est le fait de s'observer, observer ce qu'on fait. Ça veut dire un exemple tout simple, je pourrais aller rencontrer un client, discuter avec lui, lui proposer mon produit, mon offre de service. Et donc, je vais voir en situation, post-situation, après cette rencontre, qu'est-ce que j'ai bien fait en rencontrant ce client et qu'est-ce que peut-être je peux améliorer. Donc, cette pensée critique, déjà à un niveau individuel, ça me permet d'évoluer. Ça peut aussi être focusé sur le produit et le service que je suis en train de vendre. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises, même des multinationales, qui vont toujours envoyer des questionnaires de satisfaction ou qui vont nous donner des petites brochures à remplir sur le lieu de vente même. Quel est l'objectif? C'est aussi d'avoir quelque part une critique et une critique qui va être constructive, une critique nardo qu'on va utiliser pour pouvoir me développer en premier et développer bien sûr mon offre de produits ou de services et mon entreprise de manière globale. Donc, la créativité, l'originalité et l'initiative, ça, bien évidemment, c'est clair. Après, cette créativité, elle peut porter sur plusieurs choses quand on est en train éventuellement de se développer. C'est sur notre comportement, c'est ça qui aujourd'hui nous intéresse. Mais bien sûr, cette évolution créative va aussi toucher ce que nous offrons à nos clients. Donc, je pourrais être créatif dans la manière avec laquelle je gère ma relation avec mon client, comme je pourrais être créatif dans le produit en lui-même, dans l'emballage, dans le slogan qu'on va mettre sur le produit, dans les petites touches, dans les petits détails qui pourront éventuellement faire la différence. Le leadership et l'influence sociale. Et donc, les autres, ce sont des choses qui vont être liées à la technologie. Donc, l'utilisation de la technologie et les design programming, donc tout le côté programmation, la résilience, la tolérance au stress et la flexibilité. Je pense que là, vous commencez déjà à avoir des réponses par rapport à la question entrepreneur-footballeur.
Reasoning, problem solving and ideation, la capacité le raisonnement, la résolution de problèmes et l'idéation. Et donc peut-être qu'avant que moi je vous dis ma lecture du lien footballeur-entrepreneur, je serais peut-être aussi curieuse de voir comment vous, enfin maintenant qu'on comprend qu'est-ce que les soft skills, ils servent à quoi, et qu'on a vu cette liste, si je vous pose la question, quels sont les soft skills que notre équipe nationale a mobilisés? Je ne sais pas, Hannah, si on pourrait avoir des interactions, si vous pouvez les partager avec moi. Alors, oui, on pourrait avoir des interactions. Donc, on va donner le temps à nos amis d'écrire peut-être sur le chat. En attendant, je te communique une question reçue, enfin deux questions reçues, si tu es d'accord. Bien sûr. Alors, la première, Younes, voilà. Alors, la première, comment les compétences en communication peuvent-elles aider à résoudre des conflits au travail? D'accord. Donc, le lien peut-être voilà, entre les conflits au travail et la communication. Ok, donc on prend une par une ou vous voulez me donner la On prend deuxième? une par une, je pense, comme ça on donne le temps aux viewers d'écrire. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Donc, communication et conflit au travail. Alors, je dis souvent, qu'est-ce que la communication? Le mot communication. Quand on voit le mot, il y a deux parties dans ce mot, commun et action. Pour moi, la communication, c'est l'action de mettre les individus en commun. Donc, quand je dis l'action de mettre les individus en commun, c'est que je suis dans une logique toujours qui est interactive. Je suis en face d'une autre personne avec laquelle je dois communiquer, ça veut dire mettre et créer un lien. Alors, dans la création de ce lien, chacun ou chacune des deux parties prenantes qui communiquent, l'émetteur et le récepteur, va avoir la perception, une perception qui pourrait être différente. C'est un peu l'histoire de l'image qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux du 6 et du 9. Et que chacun, en fonction de sa perception, va juger et va porter un regard sur une situation donnée. Ces changements, ces différences perceptuelles entre un émetteur et un récepteur va faire que nous allons chacun rester sur une position. Je dis ce que je suis en train de dire est la vérité. Et l'autre va me dire ce que je suis en train de dire est la vérité. Et cela va créer justement une situation conflictuelle entre deux personnes ou entre deux équipes ou entre deux organismes. En tout cas, ça va dépendre de la situation où on est. Donc, quand je suis en mode communication, donc agir pour mettre en commun, je suis censée bouger de ma position, aller vers la position de l'autre pour essayer de trouver quelle perception il a de cette situation. Et donc, la première chose pour pouvoir mieux communiquer et donc mieux gérer les conflits, c'est apprendre tout simplement à écouter l'autre. Et quand je dis j'écoute une autre personne, ça veut dire j'essaie de recevoir le message en essayant de changer ma position et de voir la situation en fonction de comment l'autre il explique et comment l'autre il est en train de la poser. Donc, première chose, c'est l'écoute. Le deuxième élément, quand il s'agit d'une situation conflictuelle, c'est à travers cette écoute-là de lister les sources de différence de position. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en train de voir les choses de manière différente? Et de s'inscrire dans une logique de consensus. Ça veut dire, est-ce qu'on peut ramener nos différentes positions pour trouver une situation qui va nous permettre justement de dépasser ce conflit. Donc,
Première chose, et c'est hyper méga giga important, même si on le dit et on le répète dans toutes les formations en soft skills et en communication interpersonnelle, c'est hyper important d'apprendre à écouter. Et apprendre à écouter de manière active et de manière empathique, ça signifie que je suis en train de revoir les choses selon la perception de l'autre et que je ne reste pas dans ma position. Peut-être, voilà. J'espère que j'ai répondu à la première question et peut-être tu pourras me dire la deuxième. Très, très bien, très, très bien. On commence déjà, enfin, on a eu pas mal de réponses du coup Ok. à ta question. Alors, on fait comme tu veux. J'ai encore deux questions à te poser et j'ai les réactions, enfin, les réponses des gens qui nous suivent par rapport aux qualités, euh, aux soft skills ou alors aux qualités utilisées par nos joueurs, nos chers joueurs marocains. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je te donne d'abord les réponses ou les questions? C'est comme, il n'y a pas de problème. On pourrait prendre est-ce que les questions sont en lien avec la question de footballeur, entrepreneur, les deux questions qui restent? Pas vraiment, non. Alors, la première, c'est, pardon, donne-moi une seconde, je vais la lire. Alors, la première est, ah oui, qu'est-ce que le savoir-faire? Qu'est-ce que le savoir-faire faire? Alors, tu as parlé de savoir-être, savoir vivre, etc. Il y a aussi le savoir-faire faire. Ok, Et rapidement, je réponds à cette question. Le savoir-faire faire, c'est tout simplement la capacité de déléguer. Et ça aussi, c'est une hyper méga giga compétence quand on veut réussir en tant qu'entrepreneur. Parce que le fait de vouloir tout faire vous fait perdre du temps et de l'argent, parce que le temps, c'est l'argent. Donc, quand je suis un entrepreneur, c'est vrai que surtout quand je démarre, on a du fois cette volonté de vouloir tout contrôler et de vouloir tout faire soi-même. Donc, je lance une startup et en lançant la startup, c'est moi qui va vouloir créer le site web, c'est moi qui va vouloir faire les affiches, c'est moi qui va vouloir faire tout. Alors, le fait de apprendre au savoir-faire faire, c'est que je vais mobiliser quand j'ai une tâche, j'ai une liste de tâches, j'ai ma to-do list ou mes objectifs pour l'année. Bon, je donne un exemple qui est toujours en lien avec la communication. Donc, parmi les éléments que j'ai besoin de faire, c'est créer un site web, créer des affiches, créer un logo. OK, ça va me prendre combien de temps pour que je le fasse moi-même? Et on budgétise son temps en fonction de l'argent. Ça me prendra une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine. Ce temps-là, c'est de l'argent que vous pouvez investir peut-être pour développer votre application si vous êtes une startup qui est en train de lancer une application. Donc, quand je vais prendre dans ma to-do list un ensemble de tâches et qu'il y a une tâche qui n'est pas, où je ne vais pas moi créer une valeur ajoutée, qui n'est pas, comme on dit, le cœur de mon métier, je vais essayer de faire un comparatif entre deux choses pour toujours être dans une logique entrepreneuriale. Quel est le budget de temps et donc argent que ça va me prendre et combien elle va me coûter si je sollicite une autre personne pour pouvoir le faire. Et quand je compare entre ces deux-là, eh ben, il est toujours préférable de déléguer, de donner des choses à une autre personne pour pouvoir les faire. Ça, c'est dans un cadre, on va dire, de recherche d'un fournisseur externe. Quand je suis en interne, il y a encore des personnes qui ont cette toujours volonté de tout faire eux-mêmes et ils ont quelque part un sentiment d'insatisfaction quand c'est une autre personne qui le font, qui fait les choses. C'est pas une insatisfaction vis-à-vis d'eux-mêmes, mais ça veut dire une personne va faire quelque chose et je ne serai pas à 100% satisfait de ce qu'elle a fait. Alors, il faut apprendre à déléguer et quand je délègue et que je suis une personne qui a certaines exigences, à transmettre de manière claire, donc à bien communiquer, à transmettre de manière claire ce que je cherche à avoir de l'autre personne. Et la délégation, elle est toujours liée avec un autre élément qui est le contrôle. Je délègue et en même temps, je suis en train de contrôler ou plutôt surveiller la réalisation de ce que j'ai demandé. Mais ça ne veut pas dire de rester tout le temps sur la tête de celui qui est en train de le faire. Parce que si on fait ça, et ben la personne, on ne va pas lui donner la capacité de vraiment euh, prendre les choses en main et on ne va pas la responsabiliser et on va faire plus de l'assistanat.
Donc voilà, faire, c'est apprendre à déléguer. Et je pense que pour tout entrepreneur, et quel que soit le métier qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est important de se focaliser sur là où je crée de la valeur ajoutée le plus et de pouvoir distinguer entre les tâches Hmm. créatrices de valeur ajoutée et les autres tâches que je pourrais donner à une Tout autre à personne. fait, tout à fait, pour gagner du temps. Et oui, effectivement. Comme tu dis, Asma, il y a le savoir, enfin, il faut savoir déléguer une tâche. Mais comment tu dirais aussi comment un entrepreneur pourrait donner envie justement à la personne à qui il délègue ces tâches, comment il pourrait le motiver, ou la motiver à la faire? Et parce que oui, il faut déléguer, il faut contrôler, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi donner envie à ses collaborateurs et à son équipe d'aimer faire cette chose-là. Oui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends et je pense que ça, c'est un challenge pour tout le monde. Et peut-être que ça nous ramène, ta question nous ramène vers l'équipe nationale. Je pense que qu'il y a aujourd'hui une grande attente de la part surtout des jeunes. C'est le sens. Ce que je suis en train de faire, il sert à quoi? Oui. Et plus l'entreprise grandit ou l'organisation grandit, plus des fois on Mhm. est dans une déperdition de sens. J'ai accompagné quelqu'un dernièrement qui travaille dans une multinationale dont beaucoup de personnes rêvent d'accéder à cette multinationale et lui, il ne trouve pas. Il me dit, ce que je suis en train de faire, c'est juste un travail pour lequel j'ai un salaire. Mais il n'arrive pas à trouver du sens à ce qu'il est en train de faire. Donc, un entrepreneur, il a bien sûr une vision. Il a une vision de ce qu'il a, vers où il veut aller. Qu'est-ce qu'il veut faire par cette entreprise? Et donc, le fait de partager sa vision, ça, je pense que c'est très, très important. On ne va pas peut-être partager le plan stratégique avec tout le monde parce qu'il y a des choses, bien sûr, qui sont des fois confidentielles, mais partager la vision qu'il a de l'entreprise, vers où va l'entreprise. Ça, c'est la première des choses, de donner du sens en partageant une vision. Donc, La deuxième, transmettre un peu, si on veut, sa propre motivation. exactement, tout à Mhm. fait. Donc, la deuxième, et du coup, le deuxième point, c'était ça, c'était l'exemplarité. L'exemplarité, c'est que quand je demande, et ça c'est même avec nos enfants, quand je demande à quelqu'un de faire une chose, ben, il faudrait que je lui donne l'exemple. Tout à fait, tout à Je fait. donne l'exemple. Donc, déjà avoir une vision en tant qu'entrepreneur, pouvoir partager cette vision pour donner du sens à nos collaborateurs. Et puis le troisième élément, donner l'exemplarité et un autre élément, et je vous assure qu'à chaque fois que je suis avec des salariés en entreprise et que je pose des fois la question, c'est qu'est-ce qui pourrait vous motiver? Alors, ils vont parler du salaire, ils vont parler de l'argent, ils vont parler des primes, mais une fois, je leur dis, si on enlève on enlève le côté matériel, l'entreprise n'a pas la possibilité de vous donner des choses matérielles. C'est toujours le même mot qui va revenir, la reconnaissance. Tout Dire à à fait, celui tout à qui a fait. réalisé quelque chose, tu l'as fait et tu l'as bien fait. Et du coup, ça nous ramène vers l'équipe nationale et je pense que cette notion-là de reconnaissance, on l'a très bien vue. On l'a très bien vu dans le cas justement de notre équipe nationale parce que vous avez vu que dans toutes les sorties médiatiques du coach national, à aucun moment il n'a donné de critique. À aucun moment il n'a parlé de manière négative sur ce Tout qu'a à fait fait. un autre. Mhm. Il était toujours dans la reconnaissance et dans la gratification de ce qu'ils ont fait. Il était toujours, même sur le terrain, et il le disait, les joueurs le disaient, c'est que quand ils étaient avec lui, il parlait des belles choses qu'ils ont fait. Il parlait des belles choses qu'ils ont fait. Il ne parlait pas on va dire, des défauts ou des critiques. Donc je pense qu'on pourrait peut-être par là rebondir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Quels soft skills l'équipe nationale nous a appris? Si on peut peut-être lire ce qui a été partagé par les personnes. Oui, oui, avec grand plaisir. Alors, nous avons quatre réponses principalement pour cette question. Alors, persévérance, Mhm. ténacité, courage et tolérance du stress.
La tolérance du stress. OK. Ouais, voilà. Alors, dans ce que vous avez justement présenté, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qu'on va retrouver. Donc, moi, j'ai essayé un peu de penser à cette question. Quels sont les soft skills que l'équipe nationale nous a appris? Alors, je vous liste. Première chose, c'est le leadership. Un leadership, justement, où il y a un partage de vision. Donc, encore une fois, le coach qu'on va aujourd'hui comparer peut-être à un entrepreneur, il a une vision de vers où il a envie de mener cette équipe et il partage cette vision. Il la partage bien sûr avec les médias, avec plusieurs autres parties prenantes, mais en principe et en premier avec eux. Donc, ils savent vers où ils sont en train d'aller. Il y a l'esprit d'équipe, ou l'esprit d'équipe dans chacun, parce que c'est important d'avoir cet esprit d'équipe dans chacun des membres, mais aussi chez celui qui mène le jeu. Et où est-ce que l'esprit d'équipe se manifeste? Si vous vous rappelez de l'interview de Walid Regragui après le gain ou après avoir passé à la demi-finale, il a parlé du fait que c'était pas lui, que c'était l'équipe. Donc il y a toujours cette reconnaissance justement envers l'équipe. L'analyse, l'esprit analytique, et qui est ressorti à 2 reprises dans la liste des soft skills du World Economic Forum que nous venons de présenter. Cet esprit analytique nous permet de comprendre en premier qui nous sommes avant de comprendre qui est le concurrent. Donc, il faut comprendre sur 2 niveaux. Quand on est entrepreneur, je m'analyse. Et quand je dis je m'analyse, j'analyse mes forces, mes faiblesses, mes opportunités et menaces dans une logique très stratégique. Et j'analyse aussi les forces, les faiblesses de mon concurrent. Et vous avez vu dans les différentes tactiques avec lesquelles le footballeur marocain a joué, avec certaines équipes, on était beaucoup plus sur de la défensive, vu la nature du jeu de l'équipe, avec d'autres équipes ou à d'autres moments, vu le contexte, vu la taille de l'événement, on était des attaquants et on a attaqué. Donc, cet esprit d'analyse, il nous permet de s'inscrire dans une autre soft skills qui, pour moi, l'équipe nationale a très bien réussi à faire, c'est l'amélioration continue. J'apprends de mes erreurs pour pouvoir améliorer. Et ça se fait, et bien évidemment, c'est peut-être plus stressant que dans notre vie quotidienne, parce que ça se fait dans les 90 minutes. Et ça doit se faire dans les 90 minutes du jeu. On améliore comment? Quand j'ai une personne qui ne peut plus jouer et donc j'ai une faiblesse, il faut que j'améliore, il faut que je l'enlève et que je la remplace. Certes, tous les remplaçants ne sont pas toujours parfaits, mais en tout cas, j'améliore. Je suis en train de maintenir un niveau de qualité si je suis un entrepreneur, un niveau de qualité qui est exigé par le marché dans lequel je suis en train d'opérer. L'agilité. L'agilité, c'est justement ce qui va nous permettre à la fois de faire une bonne analyse et de s'améliorer, c'est que j'ai la capacité de m'adapter en fonction de la situation dans laquelle je suis. Un esprit critique, ça revient toujours à cette idée de auto-évaluation, de voir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, de corriger et de pouvoir avancer. Un esprit compétitif. Et quand je suis un entrepreneur en début de lancement ou en pleine évolution, en pleine croissance ou même en phase de maturité, je pense que l'esprit compétitif devrait être présent et devrait rester. Et pour moi, l'esprit compétitif de l'équipe nationale, il est apparu tout au long des matchs. Mais je vous invite à revoir les 6 dernières minutes du match d'hier. Les 6 minutes après la fin du jeu. Il restait 6 minutes et ils n'ont pas lâché les bras. Ils ont continué à se battre et à être compétitifs comme si c'était le début du match. Donc, quand je suis en train de postuler pour un marché, de chercher un client, de lancer un nouveau produit,
Certes, il va y avoir des moments de défaite peut-être, mais c'est pas parce qu'il y a eu une défaite, c'est pas parce qu'on a marqué, si on veut faire le parallélisme, le premier but qu'on va laisser tomber, ou c'est pas parce qu'on a marqué le deuxième but. Et en fait, c'est même pas parce qu'il reste que 6 minutes et qu'on sait qu'on a déjà perdu. Non, on continue toujours à nous battre. La résilience, donc la résilience, c'est cette capacité d'apprendre de la situation dans laquelle on est, de s'adapter avec elle et de pouvoir la dépasser. Et ça, je l'ai ajouté aussi, et je l'ai franchement jamais vu dans une liste de soft skills. Je l'ai mis de la manière avec laquelle il est dit dans le monde du football. Mais pourquoi je l'ai mis comme ça? Parce que pour le cas des entrepreneurs particulièrement, c'est quelque chose qui est important, des footballeurs et des entrepreneurs. C'est le temps de récupération. Le temps de récupération, ça veut dire que quand je passe par un moment challengeant, une situation difficile ou une situation en tout cas qui a nécessité un énorme effort, il faut prendre le temps de récupérer. Et on sait très bien que le capital premier d'un entrepreneur, c'est sa santé mentale et sa santé physique. La santé mentale, un entrepreneur devrait garder toujours sa propre motivation, donc s'auto-motiver en premier avant de motiver les autres. Et je pense que c'est ça le challenge que tous les entrepreneurs ont, c'est que tous ces soft skills, avant de pousser leurs équipes à être et à développer ces soft skills, il faut qu'eux-mêmes aient ces soft skills, développent ces soft skills. Et cette notion-là de récupération, c'est une récupération, pour le monde du football, c'est une récupération physiologique, un repos, etc. Mais pour le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi cette récupération psychologique. Alors bien sûr, l'ensemble de ces soft skills se base sur des valeurs. Et je pense que cette notion-là de valeur, elle est importante. Et en tant qu'entrepreneur, c'est important de se dire quelles sont les valeurs qui sont pour moi importantes. Quelles sont les valeurs que j'ai envie d'avoir dans mon entreprise. Et ça va être même un critère de recrutement. Excusez le terme que je vais utiliser, mais je l'emprunte à Walid Regragui dans une de ses interviews. Il a dit que parmi les critères qu'il a, on va dire, mobilisés dans le choix de la sélection nationale, il a dit en arabe, Shmit fihum riht al-wataniya. Ça veut dire qu'il a senti en ces personnes-là une volonté de servir une cause, une volonté de servir, pour le cas d'un entrepreneur, une vision. Donc, même au moment où je suis en train de recruter mes collaborateurs, ou mes freelancers, ou toute personne avec laquelle peut-être je vais pouvoir travailler, il faut essayer dans la mesure du possible d'avoir des gens autour de soi qui vont avoir des valeurs communes à nous-mêmes et pas des valeurs qui sont loin de nous. Et bien évidemment, il y a eu beaucoup de valeurs dans certaines que vous avez partagées dans le chat, donc la combativité, la persévérance, la notion de famille et la notion aussi de solidarité. Donc, même au moment où je suis en train de recruter, il faut prendre ça en compte. Dans les échanges, bien sûr, que je vais avoir, il faut que je donne l'exemple, que je partage la vision. Et je pense que là, ils nous ont donné une grande et énorme leçon. Alors, vous allez me dire, oui, tout ça est extraordinaire, mais comment? Comment pouvoir développer ces soft skills? Alors, Justement, Asma, ceci allait être la dernière question posée pour le moment. Comment développer et comment, bon, on en a reçu une autre, mais voilà, c'était comment développer justement un skill qu'on n'a pas. Ok. Alors, je vais parler de manière un peu, je dirais, process, avant de parler de choses dans le quotidien. Parce il y a bien sûr, dans tout processus d'apprentissage, il y a des étapes. Et la première chose pour commencer à apprendre, c'est savoir qu'on ne sait pas. Je répète, la première chose pour commencer à apprendre, c'est savoir qu'on ne sait pas. Donc, la première des choses, c'est déjà, chacun de vous pourrait prendre une feuille et un stylo et dire
quels sont aujourd'hui mes soft skills et lister. Ça veut dire déjà apprendre, s'inscrire dans cette logique d'auto-évaluation. Pour que l'exercice soit plus pertinent, c'est de poser la question aussi aux personnes avec lesquelles vous interagissez de manière régulière, de leur dire quels sont ou comment tu me vois. Parce que tout le monde ne va pas connaître qu'est-ce que soft skills, donc vous pouvez poser la question de dire comment tu me vois côté comportemental. Donc, quand on liste l'ensemble de ces soft skills, déjà, on va savoir qu'est-ce qu'on a comme soft skills. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il me faut comme soft skills? Sur quoi? Et là, on a quand même fait une liste très importante de soft skills. Sur quoi il faut que je développe? Peut-être que ça va être la communication. Et la communication. Asma, on t'a perdu pour un problème de connexion, je pense. OK. Et tu peux répéter juste les 5 dernières secondes. OK. Donc, je disais, première étape, c'est de se poser la question, quels sont mes soft skills? Deuxième étape, c'est de dire quels sont les soft skills cibles. Donc, on a donné une liste. Il y a énormément de listes, justement. Et de dire, je veux, par exemple, c'est sur la communication qu'il faut que je travaille. C'est le leadership, c'est l'esprit d'équipe. Donc, de lister et pas faire une liste fiha 10 ديال les soft skills. Dire des objectifs. Ouais, 3, si j'apprends à chaque fois 3 nouveaux soft skills, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quelles sont la cible et qu'est-ce qu'il me faut? Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de contenu du contenu voilà, sur le net, du contenu à travers éventuellement des formations comme celles qu'on fait aujourd'hui, ou du contenu où il va peut-être falloir investir un petit peu pour pouvoir suivre des formations sur les soft skills dont vous avez besoin. Mais comme j'ai dit au début, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les apprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les apprendre et qu'il n'y a rien qui est aujourd'hui impossible. Parce que tout simplement, l'impossible n'est pas marocain. Alors ça, c'est dans une logique process. Maintenant, au quotidien, si j'ai des soft skills, comment les maintenir? Comment pouvoir progresser? Comment pouvoir aller vers mes objectifs? Comment pouvoir les réaliser? Je pense qu'il y a 3 éléments que j'ai envie que vous gardez dans votre esprit, parce que ce sont 3 points qui agissent énormément sur notre fonctionnement et sur le mindset que nous avons. Et en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un mindset qui est fort, un mindset compétitif et le maintenir. Pour pouvoir être dans ça, premier élément, c'est bien s'entourer. Ayez un bon réseau, un réseau personnel et un réseau professionnel. L'adage dit que nous sommes le fruit ou le résultat des 5 personnes avec lesquelles on interagit le plus. Prenez rien que ça, commencez avec ça. Regardez qui sont les 5 personnes avec lesquelles vous interagissez le plus. Quelles sont les idées que ces personnes partagent avec vous? Quels sont les progrès qu'ils vous permettent d'avoir dans votre vie? Quelles sont les motivations qu'ils vous donnent? Soyez avec des gens qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous donnent une énergie qui est sereine et qui est saine, et pas des gens qui vont vous critiquer juste pour vous critiquer. Surtout pour les personnes qui sont en début de projet, qui sont des porteurs de projet. Vous commencez, il faut bien évidemment que vous soyez motivé par votre entourage et avant de l'être par votre entourage, par vous-même. Donc, bien s'entourer, je pense que déjà l'occasion que le CRI Marrakech a créée à travers cet événement est une occasion en or. Donc, il faut sortir déjà à partir de cette expérience par des nouvelles personnes qui pourront vous accompagner, qui pourront vous aider. Il y a aussi énormément d'associations professionnelles aujourd'hui qui existent sur Marrakech Safi, mais aussi au niveau marocain, de start-upers, d'entrepreneurs, où il y a des partages qui sont constructifs et qui vous permettent de vous aider. Moi, ayant fait un moment, étant membre du Centre des jeunes dirigeants,
Il y a par exemple au sein des centres des jeunes dirigeants, qui est une association professionnelle pour les entrepreneurs, une commission qui est très intéressante qui s'appelle la commission miroir. Alors la commission miroir, l'objectif, c'est que on va se réunir avec un entrepreneur et on va essayer de voir les problématiques qu'il a. On va être le miroir de cet entrepreneur. Ça veut dire on va lui dire comment nous, on voit la situation qu'il est en train de vivre. Un. Deuxième chose, donc là, à 3000% inspiré encore une fois, de l'équipe nationale, parce qu'on parle souvent de la loi de l'attraction et du fait que les choses auxquelles on va croire, les choses auxquelles on va visualiser, on pourrait y arriver. Et je pense qu'on a eu un bel exemple dans ces différents matchs de cette loi de l'attraction, avec la fameuse expérience d'Yel Rad Darb el Poto Tkhorj. Donc, l'expérience d'El Rad Darb el Poto Tkhorj, c'est vraiment un exercice, on va dire, de visualisation qui s'est fait peut-être à un niveau collectif, parce que souvent, on va demander de la visualisation à un niveau individuel. Et, alhamdoulilah, dans nos valeurs à nous, il y a énormément de valeurs justement dans notre référentiel marocain, religieux, musulman, qui poussent à cette volonté de croire, à cette volonté de dire, de toujours continuer à travailler, mais avec toujours un objectif. Et enfin, dernier point pour pouvoir progresser, pour pouvoir surtout garder votre automotivation, parce que vous êtes des entrepreneurs, vous avez votre entreprise, vous avez vos salariés, vous avez vos familles, et vous-même en premier lieu, soyez euh, dans la gratitude. La gratitude, c'est que vous vous rappelez tout à l'heure, quelqu'un de vous a posé la question pour me dire, mais Esma, comment on va faire pour motiver nos salariés? J'ai envie de vous dire, mais comment vous devez faire pour vous motiver déjà vous-même? Parce que si vous arrivez à vous motiver vous-même, si vous arrivez à maintenir une consistance, si vous arrivez à maintenir une discipline, si vous arrivez à garder un bon mindset, vous allez inspirer les autres et vous allez les motiver. La gratitude. La gratitude, c'est de dire, bien sûr, alhamdoulilah, mais c'est aussi d'être en gratitude envers vous-même pour les efforts que vous êtes en train de déployer et envers l'ensemble des personnes qui sont autour de vous pour que ce soit des petits progrès ou des grands progrès, même même un petit progrès. Votre première commande, le premier client qui va vous appeler, les premiers 100 dirhams que vous allez recevoir, il faut être dans la gratitude par rapport à ça et se baser sur les réalisations que vous êtes en train de faire pour pouvoir avancer. Et même quand ça va pas bien, et même quand il n'y a pas les 100 dirhams, eh ben, il faut être dans la gratitude parce que c'est certainement une situation qui vous permettra d'avancer et de s'inscrire dans la logique de l'amélioration continue. Voilà, donc c'était mes pistes pour pouvoir progresser et pour pouvoir s'inscrire dans une logique qui est constructive. Et je suis pour le moment à vous pour éventuellement vos questions. Excellent. Merci beaucoup, Asma. Merci infiniment. Excellente intervention, excellent conseil. J'ai peut-être une dernière question pour toi, posée par Saïd. Bon, elle n'est pas forcément directement reliée aux skills, aux soft skills, mais on va voir si on peut répondre à Saïd. Il demande quels sont les jobs du futur? Ou alors, ne serait-ce que de ton point de vue, justement, Asma, toi qui es souvent en contact avec les entreprises. Ok, alors je ne vais pas lister les jobs, mais je vais dire les tendances. Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances que les entreprises, justement, essaient de prendre en considération. Donc, la première tendance, et c'est très clair, c'est la digitalisation. Et la digitalisation, quand on en parle, il y a énormément de métiers qui ressortent de la digitalisation. Il y a des métiers qu'on n'avait pas et qu'on commence à avoir. Le métier de community manager, par exemple, aujourd'hui, qui est un métier rattaché au département marketing et qui va gérer la présence sur les réseaux sociaux des entreprises,
c'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années et aujourd'hui, on a des offres d'emploi pour les community managers. Donc, la digitalisation, c'est aussi le fait que de plus en plus d'entreprises vont devoir gérer soit des clients, soit soit des salariés à travers un système digital. Et donc, l'instauration de ces systèmes digitaux est devenue de plus en plus demandée. Donc, tous les métiers liés au digital sont aujourd'hui, bien évidemment, de nouveaux jobs et de nouveaux métiers qu'on retrouve sur le marché de l'emploi et des offres, des fois, auxquelles il n'y a pas forcément de profil. En plus de la digitalisation, il y a la question de la relation client. Donc, la relation client, il s'est énormément développé vu tous les changements dont on a parlé tout à l'heure et vu les exigences que le client a. Et donc aujourd'hui, un client, je ne le prends pas uniquement comme objectif pour lui vendre, on est de plus en plus dans une logique marketing, donc je vais chercher à le satisfaire. Et dans cette recherche-là de satisfaction, c'est aussi une recherche de satisfaction qui va durer et qui va pouvoir me mener vers la fidélisation. Donc les métiers qui sont aussi liés à la relation client, les métiers qui sont liés à l'intelligence artificielle, les métiers aussi où il y a énormément d'analyse. Donc, data analyst comme métier, c'est pas un métier très ancien, mais c'est un métier de plus en plus demandé sur le marché d'emploi, les data analysts, parce que justement, grâce à tout ce qui est digitalisation, l'entreprise va recevoir énormément d'informations et il faut qu'il y ait des profils qui vont gérer ces informations-là. Il y a un autre volet ou une autre tendance, c'est un peu les métiers liés à tout ce qui est écologique, à tout ce qui est développement durable. Donc, nous allons commencer à avoir des ingénieurs en efficacité énergétique, en optimisation, des techniciens ou des ingénieurs en énergie renouvelable. Donc, tout ce qui est lié au développement durable. Et aujourd'hui, bien sûr, ça crée de nouveaux métiers qui n'existaient pas. Et du coup, aussi, ça crée des formations. On n'avait pas, il y a quelques années, des formations en efficacité. Aujourd'hui, on a des filières qui forment un ingénieur en efficacité énergétique. En plus, bien sûr, de plusieurs autres métiers support qui sont aujourd'hui de plus en plus importants dans le marché marocain, tout ce qui est par exemple lié justement à la logistique, la question des ressources humaines qui de plus en plus prend de la place parce que nous avons des ressources, comme on a dit, diversifiées, donc il y a de plus en plus un besoin dans ce type de profil. Donc voilà, de manière générale, les métiers ou l'évolution des métiers dépend de l'évolution macroéconomique et des tendances, comme j'ai dit. Donc il y a le côté digitalisation, il y a le côté développement durable. Sur la ville de Marrakech, bien sûr, et sur la région de Marrakech-Safi, pardon, il y a cette notion-là d'industrie culturelle. Qui crée de nouveaux métiers, un médiateur culturel, un conservateur de musée. Donc, ce sont, en tout cas, dans mon point de vue, les principales tendances en termes de métiers d'aujourd'hui déjà et puis d'avenir. Voilà. Tout à fait, Asma, tout à fait. Tu as complètement raison. Entre développement durable, industrie créative, digitale, il y a de quoi faire. Et les entrepreneurs ont certainement beaucoup d'idées dans ces domaines-là. Asma, merci infiniment. Nous avons passé un excellent moment avec toi. La formation, ton intervention était excellente et tes conseils, les astuces tellement précieux. Je tiens vraiment à te remercier. Je rappelle que les gens peuvent te contacter. Voilà, merci beaucoup. Donc, peuvent te contacter s'ils ont besoin de ton aide. Je rappelle que tu es experte, consultante en ressources humaines et experte en employabilité et soft skills. Et je leur rappelle aussi de ne pas s'inquiéter. Ils ne vont pas oublier ce que tu leur as dit aujourd'hui parce que voilà, la formation serait toujours accessible et sur la plateforme. Ils peuvent toujours voir la rediffusion. Ils peuvent aussi, à partir de demain, rentrer sur la chaîne YouTube Marrakech Invest et retrouver ta vidéo. Et voilà. Personnellement, ma Big, mais il faudra qu'on y aille. Merci infiniment.
Merci beaucoup, Hannah, pour tout l'effort qui a été déployé. Merci au Série Marrakech pour l'organisation de cet événement. Merci pour les gens qui nous ont suivis, pour leur interactivité. Et c'était un plaisir d'être ce soir avec vous. Et bonne continuation pour les travaux et pour les prochains ateliers. Et au plaisir voilà, d'être avec vous, Inch'Allah, lors de prochaines éditions. Merci à tout le monde et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci Asma. Le plaisir Merci. est pour nous. Yalla, à très bientôt. Au revoir. Merci.